Cette semaine, dans le balado, on se fait justice dans le désert aride, on braque une ferme laitière et notre sujet de documentaire nous donne fil à retordre. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, le grand retour de Furiosa sur les écrans. Oui, puis exactement à la même période. Dans le sens qu'il y a souvent des films qui ont un bon succès. Deadpool, par exemple, bon succès en février. Après ça, on déménage ça l'été et tout. Lui, il était sorti il y a 9 ans, au mois de mai, après un triomphe à Cannes. Et ils ont refait la même chose. On récidive 9 ans plus tard. Écoute, si ça a fonctionné pour le premier, pourquoi pas pour le deuxième? Mais voilà. Non, effectivement, Mad Max Fury Road, qui était le grand retour de Mad Max à l'écran, avait quand même surpris et étonné par la folie et la qualité du film, gagnant même 6 Oscars là, pour ce genre de production. C'était assez étonnant. Donc, on a bien hâte de vous jaser de cette nouvelle production. Je ne sais pas si ça va avoir l'effet d'une. D'une première partie, d'une deuxième partie a comme explosé, cartonné, parce que ça a pris du temps avant que les gens embarquent, mettons, dans le phénomène d'une. Fait que je ne sais pas si ça va faire pareil, parce que le premier, moi, je me souviens que c'était un bon succès, excellent film et tout. On y reviendra plus tard, mais tu sais, il avait ramassé finalement 150 millions, c'est très bien, mais c'est pas des chiffres astronomiques là, de 300 millions puis du numéro 1 de l'été. Là. Fait que je sais pas si là, justement, il va y avoir l'effet de non, je l'avais manqué au cinéma, mais là, je me ferai pas avoir, puis boum, on va... boum, comme tout ce qui explose dans le film. On va passer le 200 millions ou quelque chose comme ça. Ça va être à voir, effectivement. On n'a pas la réponse non plus. Donc, petit tour d'horizon des actualités. Semaine assez tranquille. En fait, tout se passe à Cannes. Là. Je ne vais pas nous mettre devant de sa sellette. Je n'ai pas regardé qu'est-ce qui se passe, mais c'est Cannes en ce moment. Là. Oui, qui retient beaucoup l'attention. Il y a des visionnements, il y a des gens qui sortent. Généralement, là, c'est rarement dithyrambique ce qui se passe à Cannes, là, je trouve. Il y a quelques exceptions. Des fois, il y a certains films, mais on parlait de Mégalopolis, des affaires comme ça, c'est toujours comme « Ah ouais, ça divise. Ah, il y a tel film de... Ah ouais, peut-être, mais je sais pas. » C'est sûr que je pense que ça fait partie aussi de cette vision de la programmation, de ne pas aller non plus toujours dans le consensuel, d'essayer d'oser des projets qui se diffèrent un peu, mais... Je pense que l'année dernière, c'était l'Anatomie d'une chute qui était, comme je pense, assez unanime. Ouais. Dans ses qualités et tout ça, dans ses réactions. On ne sait pas encore qui remportera. Non, effectivement. Mais tu sais, généralement, quand, après une projection, le buzz part, là, puis là, quand un film reçoit une ovation de 8, 10, 12 minutes, ça donne une bonne indication. Mais de ce que j'ai lu un petit peu, là, je suis un peu à distance, c'est Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Je pense que c'est lui qui a eu la plus grosse réaction là, jusqu'à présent positive. Okay. Là. Fait que, tant mieux. J'ai vu que le running time a coulé. 2h45. Pour ce genre de film-là, j'ai hâte de voir. Ouais. Mais oui, j'ai vu sur Letterboxd pas mal de 4 étoiles puis des gens appréciés. Fait que... justement, restons avec Yorgos Lanthimos parce qu'on annonce souvent des projets une fois à Cannes, parce qu'il y a aussi en marge le marché de la foire du cinéma où beaucoup de films qui s'achètent de droits. Voilà. Alors, on a confirmé son prochain projet et sans grande surprise. Pas Emma Stone. Emma Stone, bien sûr. Écoute, quand la formule fonctionne bien, ils ont l'air d'être vraiment larrons à foire. Alors, le film s'appelle Bugonia. C'est une adaptation d'une comédie coréenne de 2003 qui s'appelait Save the Green Planet. Cette fois-ci, le film va être aussi coproduit par Ari Aster. OK. Moi, j'aime vraiment la prémisse. Ça fait... en fait, il y a deux conspirationnistes, dont un joué par Jesse Plemons, qui retrouve justement dans Kinds of Kindness, qui vont enlever, kidnapper une grande chef d'entreprise là, d'une multinationale, convaincue qu'elle est une extraterrestre qui planifie une invasion de la Terre et tout ça. Fait que déjà là, je trouve ça très, très drôle. Fait que, et je vois très bien Emma Stone jouer ce personnage-là. Fait que... mais là, Yorgos est bien en selle, là. Il va nous faire un film aux 2 ans ou quelque chose comme ça. Un par année, je pense. Mais là, le projet est annoncé, mais il est déjà en tournage et tout? Je pense que le tournage va se faire dans les prochaines semaines. OK, fait que ce serait un 2025. Fin 2025 peut-être ou sinon début 26. Là, mais ouais. Aux 18 mois peut-être. En tout cas, on va avoir un film de lui. Je pense qu'il tourne assez rapidement aussi. Là, fait que j'ai hâte de voir. Sinon, on a confirmé aussi le prochain film de Luca Guadagnino. OK. Évidemment, qui connaît un bon succès avec Challengers, qui est son plus grand succès jusqu'à présent, si on se fie au box-office. After the Hunt,
qui est un documentaire de drame. Ouais, non, c'est pas sur la chasse. Ah, non. Et sur le personnage Ethan Hunt, qu'est-ce que la saga Mission Impossible va devenir? L'après-Mission Impossible. Non, c'est un drame qui tourne autour d'un scandale dans une université américaine où une étudiante d'un professeur va accuser, comme la meilleure amie de ce professeur-là, qui est aussi enseignante, de quelque chose. Là. On ne sait pas trop exactement, là, mais bref, ça va dévoiler plein de mystères alentour de tout ça. Mais c'est quand même un casting intéressant. Il y a Ayo Edebiri qui va jouer l'étudiante en question, qui est celle qui était dans une très bonne comédie de l'année dernière, qu'on avait bien aimée. Oui. Les deux filles. Les cheerleaders qui font un combat oui, oui. Non, tu m'as pas préparé. Puis là, En tout cas, bref. Et qui connaît vraiment un grand succès avec la série The Bear aussi. Qui est vraiment une excellente série sur le monde de la cuisine. Donc, vraiment une des figures montantes d'Hollywood. J'ai dit cheerleader, mais c'était pour séduire des cheerleaders. Ils faisaient des clubs de combat et tout, mais... c'est niaiseux, le type méchant. Mais on retrouve aussi Andrew Garfield et Julie Roberts, quand même. Très bon casting. Julie Roberts, OK. Et fait que c'est tout pour les nouvelles. Là. Bande-annonce, on en connaît plus sur Beetlejuice maintenant, la suite qui prendra l'affiche le 6 septembre. Une longue bande-annonce qu'on comprend un peu plus l'histoire. Oui. Veux-tu élaborer un peu? On comprend que déjà dans le teaser, on assistait des funérailles. Alors on comprend que finalement, c'est le père de Lydia, qui était joué par Jeffrey Jones, qu'on sait qui est un peu banni maintenant d'Hollywood. Alors on comprend qu'il est décédé. De ce qu'on comprend aussi, c'est que je ne sais pas s'ils étaient séparés avec sa femme qui était jouée par Catherine O'Hara, mais en tout cas, les gens semblent retourner dans, je pense que c'était au Vermont, Connecticut, en tout cas, bref, en Nouvelle-Angleterre, où ils avaient cette fameuse maison qui était hantée par le couple d'Alec Baldwin et Jenna Davis. Et c'est Jenna Ortega qui va finalement une nouvelle génération réanimer ou ramener Beetlejuice dans le monde, dans notre monde. Puis qui a l'air de vouloir créer un pont entre le monde des morts puis des vivants. Puis il semble toujours aussi obsédé par le personnage de Winona Ryder, parce qu'on se souvient qu'il voulait l'épouser dans le premier Beetlejuice et tout ça. Donc, fait que ça a l'air vraiment réussi, honnêtement. J'aime qu'on fait beaucoup de clins d'œil au film original, évidemment, plusieurs gags, mais dans la facture visuelle aussi. Dans Bande-annonce, on voit aussi l'espèce de verre en image par image, on l'a gardé comme ça. Effectivement, et c'était voulu de la part de Tim Burton de garder le côté très artisanal. Beaucoup de verre de sable en 2024 à ce moment-là. Oui, quand même. Alors, et le désert aussi, qui est très à la mode. Fait que moi, je suis honnêtement très convaincu. Je pense que ça va être vraiment une belle suite. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Long Legs qui vient de chez Neon, le studio de production. Je n'avais parlé un peu, c'était très cryptique, des petits teasers et tout. Ça sort le 12 juillet avec Nicolas Cage, que on sait qu'il est dans le film, puis même dans bande-annonce, on le voit à peine. Puis il y a un côté très étude de tueurs en série, là. Pas comme un podcast de True Crime, mais ça me fait penser quand même. Profiler un peu, là, ouais, c'est ça, mais entre le Zodiac puis le silence des agneaux, mettons. Là. Fait que quelque chose comme ça, une espèce d'agent du FBI qui enquête sur un tueur en série qui laisse des ciphers, comme des lettres cryptiques qu'il faut avoir les codes pour la clé pour pouvoir décoder, mais ça a l'air très sinistre et lugubre. Fait que, oui. Et c'est contemporain? Ça se passe comme dans nos années? Oui, ça a l'air d'être ça. Très bizarre. Moi, je suis bien curieux de voir ça. Un premier film pour Osgood Perkins, un petit Oz Perkins. Je sais pas. Est-ce que c'est Cage qui joue le tueur? Je pense que oui. En tout cas, il semble pas l'enquêtrice. Ou peut-être qu'il va être aussi quelqu'un qui va étudier pour aider à trouver le tueur. Genre d'Hannibal Lecter. Ouais, genre. Fait que tout autour du film est très mystérieux, ce qui est très bien. Là. Ça, c'est vraiment pas vendu comme le nouveau gros film d'horreur qu'il faut tous aller voir. Là. Je pense que c'est ça, c'est du Neon là, qui était un peu avant A24. C'était eux qui faisaient ça, ce genre de cinéma-là aussi. Fait que, très curieux de voir ce truc-là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a d'autre.
12 juillet, je mélange de mémoire. Contre quoi il va se battre, là, s'il y a un autre... Ouais, le 12 Twisters, c'est après. C'est le 19 Twisters. Puis, en tout cas, je sais pas. Ouais. Puis les Mignons, c'est avant. Ouais. Fait que je sais plus s'il y a un autre film d'action ou quelque chose. Bref. Eh bien, pour les amateurs de biopic musical, on sait que c'est très à la mode. Beaucoup du côté anglophone. Mais c'est les pas Français, toujours bien reçu au niveau critique, mais on en fait tout le temps. Mais les Français en font de temps en temps. Évidemment, peut-être celui d'Edith Piaf qui a eu le plus grand, je pense, succès à l'international. Oui, puis ça avait vraiment encore plus lancé. Ouais, c'était-tu La vie en rose, je pense que ça s'appelait? Ouais, c'est ça. Alors, pour les amateurs de Charles Aznavour, dont je suis, je dois confesser que j'aime bien la musique de Charles Aznavour, crooner, qui a connu, ma foi, une longue carrière, qui a chanté pratiquement jusqu'à son décès il y a quelques années. Monsieur Aznavour, qui met en vedette, je vais bien dire son nom, Tahar Rahim, qui connaît quand même un certain succès international qu'on avait vu dans Madame Web. Ouais. Plus de Mauritanien, je dirais, avec Jodie Foster, dans Napoléon aussi. Mais sinon, son rôle, c'est encore un prophète. Là. C'est ça qui l'a mis sur la map avec déjà Audiard, justement. Qui interprète Aznavour, mais qu'on voit très peu dans la bande-annonce. C'est toujours un peu dans l'ombre ou de profil, tout ça, fait qu'on cache un peu j'imagine son look et tout ça. Probablement qu'on va le révéler dans la prochaine bande-annonce. Mais ce qui pique encore plus ma curiosité, c'est que le film, c'est une co-réalisation de Mehdi Idir et surtout de Grand Corps Malade qui avaient, eux, co-réalisé le film Patient en 2017 qui portait sur la jeunesse, sur l'histoire de Grand Corps Malade. Mais ça a l'air honnêtement très bien fait. Toute la recréation de l'époque, parce qu'on suit vraiment, je pense, de ses débuts là, dans les années 50. Probablement, je ne sais pas jusqu'à quelle année on va se rendre, là, mais en tout cas, dans une grande partie du film se passe dans les années 50 et 60. Ça a l'air vraiment bien recréé. Ouais, puis je me trompe ou c'est une sortie à Noël prochain? J'ai juste vu 2024. Ouais, c'est peut-être novembre, là, je pense, mais fin de l'année. Là, fait qu'on peut s'inscrire dans les gros cartons. Ouais, tout à fait. Donc, fait que ça, c'est quelque chose qu'assurément, je vais avoir du plaisir à regarder. Je connais pas bien Charles Aznavour, je dois avouer. Ouais. Quelques chansons, mais c'est pas... tu sais, je suis comme... je dis ça poliment, mais ça a toujours été comme un vieux chanteur pour moi. Ouais. J'ai jamais eu tant d'intérêt. Même Joe Dassin, ça a pris du temps avant de faire OK, ouais, j'aime ça pour vrai finalement. Mais... moi, c'est des chanteurs que j'ai découvert une fois adulte, là, dans la vingtaine. C'est sûr qu'ado, j'écoutais pas ça. Ça aurait été la mort, mais hey, es-tu bonne la toune d'Aznavour? Mais non, mais quand même, écoute, un catalogue impressionnant de chansons, mais aussi toute une histoire, là, je pense que c'était-tu avec Edith Piaf, je pense que c'est elle qui l'avait découvert, puis qui l'a comme vraiment parrainé dans le milieu, puis fait qu'il y a quand même... il va peut-être avoir un crossover entre les deux films. C'est peut-être, Marion qui va venir un caméo, comme des films de super-héros. Là. Et dernière bande-annonce, toi, je sais que c'est moins ton genre de film, mais je pense que ça risque d'être le succès surprise de l'été. It Ends With Us. Ah oui, c'est... On en discutait hors d'onde. Oui, parce que finalement pour voir le jour. Oui, on avait des discussions pour le magazine, puis j'étais comme, pour moi, ils vont encore... Parce qu'il était supposé sortir au début juin. Ouais. Puis là, il n'y avait rien. Ils ont annoncé un report au mois d'août, puis là, il n'y avait toujours rien. Puis j'étais comme, d'après moi, ils vont encore reporter ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis au lendemain de cette discussion, évidemment, la bande-annonce a pris d'assaut la toile parce que c'est quasiment un record de visionnement. Écoute, c'était comme 120 millions dans les premiers 24 heures. Là, on est rendu, je pense, à 250 millions 48 heures plus tard. Là, fait que gros fanbase. Évidemment, c'est l'adaptation du roman de Colleen Hoover. Il y a vraiment un phénomène parce que cette autrice-là a vraiment commencé à publier d'elle-même sur BookTok ou je ne sais pas trop quel genre de plateforme comme ça. Et elle avait quand même une dizaine de romans là, décrits avant qu'elle devienne le phénomène grâce à TikTok. C'est vraiment ça qui l'a mis sur la map. Oui, ça fait peut-être 4-5 ans. Là, pendant la pandémie, je pense que c'est vraiment là que les jeunes adultes ont commencé à triper sur ces livres, à partager ça sur les réseaux sociaux, puis c'est devenu un phénomène incroyable. Donc, Maison d'édition est arrivée, évidemment,
pour publier ça. Puis, best-seller c'est plus tard. C'est un phénomène incroyable, oui, tout à fait. Puis, fait que c'est une histoire de problèmes conjugaux, là, de violence domestique. Oui, c'est ça, c'est vraiment une relation toxique, tout ça qui est inspiré un peu de sa vie à elle. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça demeure assez classique, là, où une femme qui vient d'aménager à Boston, ouvre sa boutique de fleurs, de boutique comment on appelle ça? Fleuriste, ouais, c'est ça. Il va tomber en amour avec un chirurgien qui semble caché. Parfait. Ouais, parfait, mais évidemment va s'avérer un peu violent et toxique. Juste un peu violent. Ouais, c'est ça, pas trop. Correct, violent. Et son amour du passé va ressurgir dans le décor. Et là, je pense que c'est un peu le dilemme. Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Est-ce que je peux réussir à changer ce bad boy-là? La réponse est non. Ouais, c'est ça, je pense que oui. Fait que j'ai hâte de voir. Malgré ses supplices, la réponse est non. Donc, oui, attendez-vous, je pense, à un grand succès, d'autant plus qu'il y a une chanson de Taylor Swift sur la bande-annonce, un peu à la manière de When the Crawdads Sing. Mais est-ce qu'elle a composé pour ça? Je pense que oui. Okay. Parce qu'on sait demander à notre spécialiste interne. Ouais, c'est ça, mais Taylor est très ami du couple Blake Lively, Ryan Reynolds. Oui, je sais même pas si tu l'avais dit, c'est Blake Lively qui joue le rôle Blake principal. Lively, c'est ça. Fait que je serais pas étonné qu'elle a dû lui demander « Hey Taylor, tu nous ferais-tu une petite tourne? » Et d'ailleurs, il y a comme des rumeurs. Est-ce que Lively est productrice du film? Je pense qu'elle est une des coproductrices. Ouais, exécutive. Mais il y a comme une rumeur que Taylor Swift aurait peut-être un petit rôle dans Deadpool, qu'on la verrait un peu comme quand il y avait Brad Pitt dans le 2. Genre. Je sais pas trop. J'ai hâte de voir. C'est ça aussi, ça a enflammé les réseaux cette semaine, cette rumeur. Bref, à voir. Alors, allons avec les sorties de la semaine. On sort en char? Ben oui, on avait moto? parlé... oui. Alors, Furiosa, Mad Max Saga, du vénérable George Miller, quand même, qui a 79 ans puis qui fait des films de même. Faut être fait fort. Ça, on y reviendra, là, mais ça a l'air des tournages très intenses. Très, très, très intenses. Exigeants et tout. On parle de Furiosa. Si vous avez vu Fury Road en 2015, comme on disait d'entrée de jeu, c'est un préquel à cette histoire. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Furiosa, le personnage qui était incarné par Charlize Theron dans le premier film. Comprenez, je dis le premier film, là, disons le film précédent. On est toujours dans cette espèce de monde post-apo. On commence déjà. On veut pas savoir comment c'est devenu ça. C'est juste l'humanité, il fait chaud, la terre sèche. On s'est rendu là. Puis il y a des luttes de pouvoir. Là, on comprend qu'il n'y a pas juste Immortan Joe qui est comme le leader où il y a les falaises un peu. Là. Il y a la citadelle, ouais. Il y a comme une autre gang de motards menée par Chris Hemsworth. Puis le jeune personnage de Furiosa, elle vit dans ce fameux monde paradisiaque qui est comme caché, beaucoup dominé par les femmes à ce moment-là. Un genre d'Amazon un peu caché dans un dernier coin reclus où il y a encore de la verdure et tout, où la vie est prospère. Sauf qu'elle va se faire kidnapper, puis se retrouver dans les mains du terrible le personnage de Chris Hemsworth, que j'ai oublié de noter son nom. Dementus, voilà, qui sont une gang de motards finalement, puis ils font un peu la loi au travers de ça, fait qu'elle, tranquillement, va essayer de bâtir une revanche, une vengeance envers cet homme. Et on va croiser au travers, justement, Immortan Joe et sa gang dans cette espèce de guerre de territoire et de ressources. Dans le fond, les trois grosses ressources, c'est comme la bouffe, le gaz, puis les balles de fusil. Ouais. C'est pas mal ça. Les armes, le gaz, puis manger. Et boire du lait. Oui. On va boire du bon lait. Fait que... et voilà. C'est ça qui se passe. Ouais, donc, il faut souligner que c'est maintenant Anya Taylor-Joy qui interprète le personnage de Furiosa, parce qu'évidemment, ça se passe probablement une dizaine d'années avant Mad Max Fury Road. Ouais, c'est ça. Et il y a même une bonne partie du film que c'est la jeune Ayla Brownie qui joue le même personnage, parce que là, on va la voir... le film dure 2h30, mais un bon 45 minutes, peut-être que c'est la plus jeune, là, qui a vraiment comme 8 ans, mettons. Là. Puis j'aurais peut-être même 1 heure, là. Fait que moi, j'étais un peu étonné de ça, justement, qu'on a passé beaucoup de temps avec ce personnage-là, mais ceci dit, c'est bien correct, là. C'est pas une critique négative, bien au contraire, parce que moi, j'ai vraiment apprécié cette suite qui est vraiment on est dans le même univers que Fury Road. J'ai l'impression qu'il y a plus de budget. J'ai pas regardé ces détails-là, mais avec le succès qu'a eu le premier puis tout. Là.
Puis c'est drôle parce que je pense que les deux, on avait beaucoup aimé Fury Road, là, même si on se connaissait pas vraiment à l'époque. Pas du tout, en fait. Puis... mais quand je l'avais revisité il y a quelques semaines, et toi, je pense cette semaine, tu l'as regardé, j'avais oublié qu'il y avait plein d'effets d'accéléré. Là. Tom Hardy qui court, puis c'est comme légèrement accéléré comme les vieux, que ce soit des films d'action cheap ou des vieilles comédies ou des affaires comme ça. Là. Je disais, hey, c'était audacieux ces affaires-là. Là, mettons 110% à peu près, là, juste un petit peu plus vite pour accélérer la séquence. Je sais pas si c'était une idée qu'il y avait dès le départ ou c'est en montage qu'ils ont fait comme ça va pas assez vite, mets ça de même. C'est comme, t'es sûr, George? Oui, on y va. Un peu tacky, mais on fonce. Mais là, il n'y a pas ça cette fois-là. Ils ont non, c'est ça. Côté. Ben, tu sais, je dirais qu'il manque un peu cette folie-là qu'on retrouve dans Fury Road, là, pour les comparer les deux films. Ah, le guitariste accroché. Ouais, puis, tu sais, c'est sûr, l'élément de surprise est disparu parce que c'était ça un peu Fury Road. C'était comme, my God, dans quel univers nous a plongé? Puis il y avait une surenchère après ça de scènes d'action. Tu te dis, il peut pas aller plus loin. Puis il revenait avec quelque chose d'encore plus fou, puis d'audacieux et de grandiose. Ouais, puis l'espèce de, je me sens de guillemets, la technologie, tu sais, qui sont rendus, là, le bisounage. C'est clair que, tu sais, Kevin Costner a regardé ça, puis il a fait, c'est ça que je voulais faire avec Waterworld, mais c'est comme, j'ai raté. Tu sais, les fameux, les motards, là, puis tout. Pas les motards, les fumeurs, puis... avec c'est Dennis Hopper, je pense, le méchant. C'était un peu ça. Là. Les smokers, c'est ça leur nom. En moto marine, puis bisouné, puis des affaires de même. C'était clair que c'était un Mad Max sur l'eau. Je pense que ça n'en est jamais caché. Fait que ça se dit, Furiosa, vraiment, quand même, un film très solide, un scénario plus étoffé que Fury Road, parce que le concept de Fury Road, c'est vraiment juste une longue poursuite, finalement, quasiment tout le long du film. Fait qu'on rajoute quand même beaucoup au personnage de Furiosa, évidemment, vu qu'elle est au cœur de l'intrigue. Et son histoire est quand même intéressante, vraiment bien jouée par comment elle va perdre son bras. Oui, effectivement. J'avoue qu'à un moment donné, j'y pensais plus. Puis pendant le visionnement, j'ai commencé à y repenser parce que, tu sais, la promotion, là, les posters qu'on voit, elle a son bras mécanique déjà. Fait que OK, ça va arriver au cours du film. Puis je pense qu'il joue un peu avec ça sans que ça soit trop grossier. Là. Puis il y a des moments que t'es comme... elle s'approche de patentes qui tournent puis qui coupent, d'après moi. Puis c'est comme, non, c'est pas là. Puis finalement, quand ça arrive, je m'y attendais pas à ce moment-là. Puis pas comme ça. Fait que c'est bien fait pour ça. Oui, tout à fait. Fait que, avec casting solide, Chris Hemsworth, que j'ai adoré aussi, en contre-emploi, où il joue un méchant, espèce de débile. J'ai repensé à ça, puis je parlais avec un collègue, puis dans Bad Times at El Royale, ou El Royale, il joue aussi un genre de... je vais dire un gérant, mais... un meneur de secte, un leader de secte là, à la Charles Manson. D'accord. Qui était aussi sociopathe là-dedans. Là. Donc, mais oui, là aussi, il est comme un genre de preacher au sens où c'est le leader de la gang de moto. Puis ce monde-là, c'est tous des gens perdus. Il n'y a rien. Il y a juste du désert où tout le monde meurt. Fait que soit tu es au service de quelqu'un ou contre ton gré ou tu l'es de plein gré finalement. Fait que c'est un peu ça. Bon, ben on va aller avec lui, on fait de la moto, puis on tue du monde, puis on prend leurs ressources, puis on devient de plus en plus fort, puis le but c'est de tout contrôler, puis c'est le plus gros, puis il parle le plus fort, fait qu'on va le suivre lui, tu sais. On sait pas... Mais là, le jeu est infini. Après, tu pourrais faire un prequel de son personnage à lui, comment il s'est rendu là. Puis, je pense pas que c'est dans les intérêts de George Miller, je sais pas. Il a confirmé qu'il y a d'autres films en préparation, parce que la genèse de le fait d'appeler ça Mad Max Saga, c'est comme... Ça ouvre la porte. C'est l'univers, là. C'est un super bon IP, là. Zack Snyder doit être jaloux. Oui, parce que ceux-ci sont bien plébiscités par les critiques et les fans, mais ça s'est dit, c'est ça à l'origine, parce que ça a été, il faut comprendre, tout ça se déroule dans l'univers de Mad Max qui a été lancé en 1979 avec le premier film étant terminé de Mel Gibson. Puis il a quand même toujours voulu, le dernier film original de l'époque, c'était 85, je pense, Mad Max Beyond Thunderdome. Mais il y avait vraiment un désir d'en faire d'autres films, mais des années 90, je pense peut-être que la technologie n'était pas encore à point. Je pense que financièrement, c'est difficile à obtenir de l'argent. Fait que bref, il y a eu toutes sortes de problèmes qui fait que ces suites-là ont pris du temps à voir le jour. Et Fury Road a travaillé comme une quinzaine d'années sur cette histoire-là. Et en écrivant Fury Road, il avait écrit d'autres histoires justement autour du personnage de Furiosa. Donc, ce film-ci était vraiment en développement depuis le début des années 2000. Puis même en 2010,
où il commençait à vouloir tourner Fury Road. Il y avait cette idée-là de tourner les 2 films back-to-back en même temps. OK. Alors, Furiosa et Fury Road. Finalement, question, je pense, de budget. Je vais juste concentrer sur l'autre film. Puis, il avait aussi écrit, donc, cette histoire-là était déjà écrite. Et d'ailleurs, Charlize Theron, il avait eu accès pour créer son personnage et tout. Okay. Et il avait aussi écrit une histoire sur Mad Max qui se passait justement entre Beyond Thunderdome et Fury Road, donc où il était et tout ça. Donc, c'est peut-être pas impossible qu'on va revoir un nouveau Mad Max aussi. La question, c'est que si oui, est-ce qu'il va oser reprendre Tom Hardy? Parce que je pense que ça avait été très compliqué sur le plateau de tournage. Ah ouais, okay. Hardy, je pense qu'il n'est pas facile comme comédien. Entre lui et Theron, ça avait été très chaotique et tout ça. Puis le comédien a quand même vieilli. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il n'a pas repris Charlie Theron pour Furiosa aussi. Là. Fait qu'il y avait une question de est-ce qu'on va la DAG numériquement et tout ça, la rajeunir. Mais finalement, on a opté pour une autre comédienne. Donc, on pourrait très bien avoir un nouveau, peut-être Mad Max dans les prochaines années. Et la question, c'est que, je l'avais dit d'entrée de jeu, le réalisateur a quand même 79 ans. Je ne sais pas pendant combien d'années qu'il aura encore d'énergie pour faire ce genre de tournoi, parce qu'on voit le résultat à l'écran. T'imagines tourner ça, il faut vraiment que tu sois fou. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets pratiques. Là. Il y a des vrais chars qui spinent dans le sable, puis des vraies affaires qui explosent, puis tout. Puis ils sont en plein milieu du désert. Je ne sais pas s'ils sont où. En Australie. OK. Puis en partie en Afrique aussi, je pense que le premier avait été tourné là. Mais écoute, ça a l'air super aride. Anya Taylor-Joy, c'est ce qu'elle disait. C'est tellement plus difficile que je pense comme tournage. Puis c'est pas à cause de George là, nécessairement. C'est juste comme, même quand t'es pas sur le set, t'es comme dans des conditions difficiles, puis il fait chaud à mort, puis il n'y a pas d'ombre, puis il n'y a rien à faire. Puis pendant, je sais pas, 90 jours, là, sûrement. Encore plus, parce que tu vois, juste la scène de poursuite, la scène principale a duré 78 jours de tournage. Bon, c'est sûr que les comédiens principaux ne sont pas toujours là sur les 78 jours, mais quand même, tu vois la folie de ça. Ça, c'est quand il y a le grand fourgon de lait. Là. Incroyable scène. Là. Ça n'arrête pas. L'action dans ce film-là, là, c'est épatant. Là. C'est comme à la hauteur des... ou même mieux que les Missions Impossibles. Puis tout, là, je veux dire, c'est... c'est pas le même genre tout à fait, là, mais c'est... Ou c'est impressionnant. Peut-être plus parce que là, tu es dans un contexte qu'on n'est pas habitué de voir. Fait que c'est ce qui fait que c'est encore plus spectaculaire. Fait que... non, je suis vraiment content qu'il ait bien réussi, donc Furiosa. Alors, pour ceux qui ont aimé Fury Road, vous ne serez pas déçus, loin de là, je pense. Mais c'est vraiment le genre de film aussi que, en tout cas, si le temps me permet, je retournerai voir. Là, pas, comme je dis souvent, pas dans la même semaine, là, mais dans 4 semaines, mettons, là, mi-juin, il va pleuvoir, puis je vais être comme, il faut que je retourne le voir. Là, puis il faut le voir au cinéma pour le son, le visuel, la direction photo, tout l'esthétisme du film, c'est incroyable, tous les détails. D'ailleurs, c'était une des raisons pourquoi j'avais jamais revu Fury Road depuis sa sortie en cinéma. Fait que, parce que tu voulais pas le voir chez je savais que ça égalerait pas l'expérience que j'avais vécue au cinéma. Là. C'est une des expériences très mémorables que j'ai eues. Alors, mais là, je voulais le revoir pour le film. Ça faisait quand même, justement, pas loin de 10 ans. Là. Puis j'étais content d'ailleurs, parce qu'il y a des petits détails que j'avais oubliés. Mais cela dit, est-ce que tu l'as écouté avant, quand même? Oui. OK. Mais je pense que quelqu'un qui l'a jamais vu... Fury Road, ou ce film-là est très bien fait, puis il peut s'écouter tout seul, ou avant de revoir la suite. Là, c'est un vrai préquel. C'est pas un faux préquel que dans le fond, il faut que tu les aies vus parce que sinon, tu trouves pas ça intéressant, puis tu connaîtras pas les personnages, puis blablabla. Non, les choses sont bien amenées. Oui, tout à fait, ça s'écoute très bien. Ça avait juste, sinon, bonifié plus l'autre film quand on l'a vu. D'ailleurs, je trouve ça le fun parce que dans le générique de fin, on nous présente on remonte des séquences un peu. Là, justement. Là, fait que non, très belle réussite pour Furiosa, qui risque d'être, je pense, un des bons films de cet été. Sinon, allons complètement ailleurs, dans un univers complètement absurde, avec DALL-E de Quentin Dupieux. DALL-E avec 6A. Oui. On pense que c'est parce que 6 interprètes qui jouent DALL-E. C'est ce que certains potins disaient. Ouais, pourtant, il y en a 5 que j'ai révélés. Même en comptant celui qui est âgé, là, en chaise roulante? Ouais, je pense, oui. Ah, je sais plus. Peut-être. Je sais pas. Le A pour le vrai, qui est pas dans le film. Je sais pas. Faudrait demander à Quentin Dupieux pour savoir ça. Fait que c'est pas un biopic, tout à fait. Non. On va suivre une journaliste jouée par Anaïs de Moustier qui veut vraiment faire sa marque dans le métier, puis elle veut
écrire un article sur Salvador Dali. Puis lui, il est comme, non, c'est pas assez. Je veux, si vous faites de quoi sur moi, c'est un documentaire filmé avec les plus grosses caméras du monde, puis blabla. Fait qu'elle va s'associer avec un producteur joué par Romain Duris, puis se lancer dans genre, OK, on fait le plus gros portrait jamais fait sur le peintre iconique Salvador Dali. Et en plus de ça, cette aventure à se rendre à cette entrevue et tout, Dali va aller souper chez son jardinier. Et il va avoir un prêtre qui est là, puis qui va dire « Hey, il faut absolument, Dali, que je vous raconte mon rêve que j'ai fait, qui vous implique. » Et là, on tombe dans le modèle Quentin Dupieux, un peu éclaté, où tout le monde est weird, et qu'on ne sait jamais dans l'histoire quand est-ce que le rêve finit, ou que finalement, on était encore dans le rêve, ce qui peut paraître un peu frustrant, mais dans une comédie aussi weird que ça, c'est tout à fait à propos. Fait que écoute, c'est ça. Genre, c'est ça l'histoire du film. C'est un Dupieux, ça dure 1h15. Voilà. Puis il y a Édouard Baer, il y a Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, puis j'ai oublié l'autre qui joue Dali tour à tour, selon certaines interventions ou époques ou trames, un peu comme la Inception, là, dans quel niveau t'es. Ouais, c'est ça. Fait que, puis Dali, j'imagine qu'il était de même en vrai, parce qu'à chaque fois que je le vois personnifié dans des films et des trucs comme ça, est comme assez insupportable. C'est quelqu'un qui est très... un ego incroyable et... Il a une belle opinion de lui-même, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, un artiste avec un grand A. C'est peut-être ça l'autre A de Dali. Oui, c'est pour artiste. Fait que... Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que là, on comme, tu sais, aussi Dupieux en est un qui est prolifique comme cinéaste. Il y a eu d'ailleurs son nouveau film qui a été présenté à Cannes. Puis là, on commence à... On n'a pas fait notre rattrapage de tous les plus vieux, là. Moi, j'avais déjà vu Robert, puis peut-être un autre. Toi, je sais pas si tu les avais vus ou tu as juste embarqué à partir de Fumer fait tousser. Ouais, je dois avouer que ça a été mon introduction. C'est ça. Mais là, ça fait 3 en 2 ans déjà. Ouais. Écoute, ce que j'aime de Dupieux, c'est qu'à chaque projet, il va complètement ailleurs. Et vraiment, c'en a un qui se renouvelle. Mais en même temps, c'est vraiment, je pense, le nouveau roi de la comédie conceptuelle, absurde. Écoute, moi, j'ai vraiment embarqué, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Dès le début, la première séquence où on voit un Dali qui arrive dans le corridor d'hôtel, mais que c'est interminable. Puis il parle de super loin, il commence à parler. J'espère que vous allez avoir de l'eau pour moi, mais pas de l'eau gazeuse. Puis finalement, il faut que je sois aux toilettes. Puis tout le monde a le temps de faire plein de choses. C'est ça. Puis il est toujours en marge dans le couloir. Fait que déjà là, ça a mis le ton. Je disais, OK, oui, j'embarque dans cette folie-là. Donc, tu l'as bien mentionné, on n'est pas du tout dans la biopic, au contraire. Et la facture du film, la structure, c'est onirique. On est dans le monde absurde. C'est une grande farce avec mettant en vedette Salvador Dali. Là, et les comédiens sont tous très bons, honnêtement. Peut-être une petite affection pour Édouard Baer. Je pense que j'ai peut-être trouvé le plus intéressant. C'est quasiment lui qu'on voit le plus. Ou plus, c'est ça. Quand il est en Dali, il ressemble vraiment à Mike Myers. Oui, avec la moustache puis tout. Austin Powers là puis tout. Colin. Effectivement. Puis Édouard Baer qui va être dans la coprode québécoise Le Chef et la Douanière justement. Fait que c'est ça, fait qu'on est vraiment là, dans le style Luce Buñuel, Monty Python, Mel Brooks là, fait que écoute, un beau délire, honnêtement. Fait que c'est vraiment pour un public averti. Là, fait que, mais ça se présente comme une comédie. Hein, c'est vraiment pas un film biographique. Je pense pas que cet événement-là est arrivé pour vrai, ni tous ces personnages sont inventés. Puis je trouve ça vraiment le fun, justement, de Moustier, là, Anaïs de Moustier, parce que ça, je dis, moi, ma réserve, c'est pas par rapport au film, c'est par rapport au sujet, c'est que je le trouve vraiment insupportable, Dali, puis toutes les... J'ai pas vu plein parce que je cours pas tant que ça après, mais je l'avais vu une couple d'autres. Là. Il y en avait eu un il y a pas si longtemps, puis finalement, je pense qu'il n'est pas sorti au cinéma ou à peine. Là, puis c'était Ben Kingsley qui l'incarnait, là, un petit bout de biopic, là, c'est plus là, vers la fin de sa vie. Puis je suis comme, c'est dur à écouter quelqu'un qui est aussi méprisant pour tout le monde, puis imbu de lui-même, puis tout. Fait que les autres personnages, puis la folie que Dupieux met dans tout le récit permettent d'atténuer ça un peu, heureusement. Puis, tu sais, une chance que ça dure 1h15. Mais ça fait partie de la maîtrise de Quentin. Je pense pas qu'il offre des films d'1h40 puis que la production dit non, on va couper. Je pense que c'est lui qui est comme la blague, je la fais une fois puis vous la comprenez. Fait que j'ai pas besoin de faire de la surenchère puis de la remettre 4 fois puis t'as dit ça pour vrai? Oui, j'ai dit ça, je vais refaire. C'est assez...
direct au point, mais de la bonne manière. Là. Fait que c'est une comédie tellement efficace que, tu sais, comme Yannick qui durait 1h07, puis des affaires de même, Fumer fait tousser aussi, c'était comme 1h20, puis c'était comme 4-5 courts-métrages au travers. Puis... Fait que, non, il y a cette efficacité comique qui fait que t'es quand même rassasié. Ça donnerait rien que ça dure 2 heures. On serait juste saturé, puis on haïrait ça. Fait que faut pas le voir comme « c'est trop court, je n'ai pas pour mon argent. » Non, puis... que je voulais juste dire parler des comédiens, de Quentin. En tout cas, ah oui, puis ça a quand même été son plus grand succès jusqu'à présent en France. Fait que, oui, OK. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Fait que peut-être plus accessible que d'autres, que je sais pas. Peut-être par son sujet, mais bref, boudez pas votre plaisir pour les amateurs de Dupieux, parce que généralement, malheureusement, ces films restent pas longtemps à l'affiche. Non, c'est ça, faut quand effectivement. Même se dépêcher. Mais j'ai vu que, je sais pas s'ils avaient coupé au montage ou à quel point ils ont participé au tournage, mais il y a 2 Dali de plus qui devaient être là. C'est Alain Chabat et Pierre Ninet. C'est vrai, ben oui, je me souviens quand ils annonçaient le film, ils avaient tous nommés, OK. Ouais. Mais je pense qu'eux, pendant le tournage, je pense que ça fitait pas. Là, ils n'arrivaient pas à rentrer dans cet univers-là. Fait qu'ils ont finalement. Ben, Chabat, c'est surprenant parce qu'il a déjà fait écouter dans des films de Dupieux. Fait que, mais ça se peut. Ou que finalement, dans l'histoire, ça devenait trop lourdeau. Puis que. Peut-être pour ça qu'on voit Baer un peu plus que les autres. Peut-être qu'à un moment donné, ça devait être un autre. Puis, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est juste sûrement une folie de réal ou. Ben, je pense qu'il avait lu, c'est qu'il voulait pas se limiter à un comédien. Puis que tous les. C'est pour jouer avec plus de monde. Ouais, ben en fait, son approche c'est que dans un biopic comme ça traditionnel, puis que le comédien porte le personnage lequel il joue, les gens ont souvent tendance comme à comparer ou à trop porter attention. Fait qu'ils en ayant plein de Dali comme ça, ben je pense que les gens ont, je pense, un exercice de style à l'image de sa folie, tout simplement. Mais je pense que Terry Gilliam l'avait déjà fait avec... C'était quel personnage historique où tu avais comme 4-5 acteurs qui jouaient, puis même une femme jouait un homme. Mais c'est pas l'Imaginarium du docteur Parnassus. Mais c'est ça. Ben, il a fait ça, mais c'est à cause que c'était supposé être Heath Ledger. Puis il est mort. Okay. Fait que c'était un mais personnage, il avait déjà tourné. Mais pas, c'est ça, fait qu'il a fait, je vais ajouter, dans mon souvenir, Colin Farrell, Johnny Depp, puis un autre, puis c'est juste comme... Fait que ça a rendu le film encore plus fucked up. Puis, c'est ça. Mais j'ai jamais vu. Mais je me suis dit que c'était ça l'histoire. C'était à cause du décès de Monsieur Ledger, Alors, là, allons-y avec l'offrande familiale de la fin de semaine. Ben, c'est vrai qu'il y en a 2, mais film d'animation. Le dernier remonte quand même à Kung Fu Panda il y a quelques mois quand même. Alors, Garfield comme tu as dit, il y en a 2, puis je sais même pas c'est quoi l'autre que tu voulais parler. Ah, ben, il y avait eu Ami Imaginaire la semaine dernière. OK, oui, c'est bon. Pour cette fin de semaine. Pour cette fin de semaine, il y en a un, mais récemment, il y en a eu 2. Je pensais qu'il y avait un autre. Je l'ai pas vu, là. Je peux pas voir un film. Là. Mais une nouvelle offrande de films d'animation, c'est là que je voulais aller. Et une nouvelle offrande de la propriété intellectuelle, la franchise de tout objet culturel dérivé, de Garfield Movie, Garfield le film, de Mark Dindal. Avec, on l'avait annoncé il y a plusieurs temps, Chris Pratt, le nouveau voice actor chouchou. Et l'homme des franchises, là, quand même. Là. Lego, Mario, Garfield. Jurassic World, Gardien de la Galaxie. Ouais, mais tu sais... Mais en franchise en général, effectivement. Si c'est pas sa face, c'est sa voix. Voilà. Et Samuel L. Jackson aussi, qui va faire la voix. Qu'est-ce qui va se passer ici? On réalise que Garfield avait été abandonné dans son enfance par son père biologique, un chat. Et il a été recueilli par John Arbuckle, le John qu'on connaît, qui ont éventuellement déménagé et adopté Audie également. Mais le père biologique de Garfield, Vic, donc lui qui est Samuel L. Jackson fait la voix, qui est au caractère complètement opposé, plus un gros chat de ruelle costaud, qui s'en laisse pas imposer, va rentrer dans sa vie et entraîner Garfield et Audie dans une espèce d'aventure qui va impliquer le braquage d'une ferme laitière pour sans lactose, pour spécifier. Ils sont sans lactose? Oui, c'était ça. C'était ça, sans... il l'appelle Lactose Farm. Lactose Farm, c'est l'inverse. C'est une ferme de lactose. Moi, en tant qu'intolérant au lactose, je trouve ça très insultant, tout ce film-là. Je sais pas pourquoi c'était pas une Dairy Farm, c'est vraiment une Lactose Farm. Fait que je sais pas si ça fait partie du gag ou si c'est une appellation que je connais pas trop. Fait que, bref, c'est ça l'histoire. Mais
juste d'entrée de jeu, c'est que j'ai vu des critiques assez acerbes là, sur le film. Puis, je suis pas d'accord. Puis, des fois, je suis moi-même très difficile public, là, même si on donne pas d'étoiles ou de cotes, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il y en a qui disent, ben oui, ça devient un genre de Mission Impossible / Indiana Jones, parce qu'il y a un bon clin d'œil, parce que son père l'appelle toujours Junior, puis Garfield dit, appelle-moi pas Junior, là. On est très... la dernière croisade. Puis, clin d'œil à Mission Impossible, c'est qu'il y a un des personnages à Mané qui est un taureau, qui est la voix, c'est Ving Rhames. Puis Ving Rhames, c'est Luther dans toutes les dernières Missions Impossibles. Donc, l'Afro-Américain costaud qui a toujours les gadgets, puis qui est à distance, puis qui dit « OK, là, guys, tournez de... changer de pièce, puis faites ça. » Qui est en fait le seul qui est dans tous les films. Je pense qu'il est même dans le 2. C'est le seul que je suis sûr. Oui, dans le 2, je pense que c'est le 3 qui est là, mais qui apparaît à la fin. Ouais, c'est ça, parce qu'il est comme dans un autre bureau, puis tout. C'est le seul qui est dans tous les films, à part Ethan Hunt, évidemment. Puis, fait que c'est ça, fait que les clins d'œil sont présents, puis le monde dit, ben Garfield, il est supposé comme... être chez lui, manger de la lasagne, puis aller les lundis. Ben, honnêtement, ils font ça dans le film, dans genre, après l'adoption, là, avec John, là, pendant 5 minutes, ils font ça, puis c'est assez, là, parce que ça serait plate. Fait que t'as pas le choix d'y faire avoir une aventure rocambolesque pour que le film devienne intéressant puis divertissant, puis c'est ce qui arrive ici, puis je trouve que c'est bien fait, mais d'une certaine manière, ça aurait pu être une autre... Tu sais, t'aurais pu créer un personnage de lapin puis l'appeler Bobino, puis ça aurait marché aussi, mais là, on a mis ça dans le moule Garfield, mais c'est ça pour bien des propriétés intellectuelles et tout. Fait que moi, j'ai trouvé super efficace ce film-là. Évidemment, il y a beaucoup de placements de produits quand même, là. On sent les commanditaires derrière le film, là. Mais je pense que c'est un très bon divertissement. Puis j'ai souri à quelques moments. Il y a une couple de clins d'œil de blagues que je trouvais un peu plus adultes. Là, à un moment donné, il y a un opossum qui mord, puis... Il dit « OK, c'est ça, c'est un super méthode acteur », puis il l'appelle Daniel Day Possum, parce que c'est la blague que Daniel Day-Lewis est un méthode acteur qui se perd dans ses rôles, puis qui devient presque insupportable sur le plateau, puis tout. Fait que je trouvais ça charmant. Puis toi, ton cœur d'enfant? Ouais. Ben écoute, tu l'as bien dit, parce que le film s'adresse vraiment à un jeune public. Je pense que le public cible, c'est comme du 5-8 ans, là. Beaucoup de gags visuels, très dynamiques, très rythmés, puis c'est bien correct. Là. Les enfants vont pas du tout s'emmerder, au contraire. Des chats qui foncent dans des poteaux, là, puis des très... Looney Tunes, le coyote, là, mettons. Oui, effectivement. On est beaucoup dans cet univers-là de gags visuels, bien appuyé par... un boing, c'est ça. Là, avec des sons, là. Un petit cue pour nous faire rire. Fait que les plus jeunes vont vraiment apprécier. Effectivement, il y a quelques gags, quelques situations que les parents devraient embarquer aussi. Je dirais que c'est peut-être pas autant magique que Mario l'était, parce que là, on nous présentait un univers quand même c'est qu'il y avait beaucoup unique, d'ajouts visuels qui étaient intéressants dans Mario. Puis je comprends aussi que est-ce qu'il y a vraiment des amateurs purs et durs de Garfield? Là? J'en doute un peu, mais c'est sûr qu'on dénature ce qui est Garfield. Mais tu l'as bien dit, je pense qu'on aurait fait juste un film Garfield à la maison. Ça aurait été plate un peu. Là, fait qu'il fallait aller ailleurs. Fait que je pense qu'ils sont tout l'amour de l'univers de Garfield, le réalisateur et scénariste. Puis je pense qu'ils ont fait une job honnête. Là. C'est pas, on n'est pas dans Toy Story ni à la limite dans les Mignons, là, qui sont peut-être vraiment meilleurs, on ne se cachera pas. Mais je pense que si vous voulez une belle sortie familiale, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, non, c'est ça. Puis, parce que, écoute, faut se le dire, là, c'est... Des BD de Garfield, là, c'est plate. Là. C'est juste bon quand t'as comme 7 ans, puis il est drôle, puis il y a tout le temps faim. Mais je l'ai relu adulte, là, je les avais une couple d'années, là, quand j'ai déménagé. Mes parents disaient veux-tu reprendre tes affaires? Puis là, il y avait j'ai relu des Lucky Luke, puis là, il y avait des Tintins, puis des affaires. Puis là, des Garfield, j'ai fait hey, c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon, là. Faut consommer à petite dose. Tu lis 48 pages, c'est un peu redondant, mais tu lis... à l'origine, mais c'était dans le journal, c'est ça, c'est des strips dans les journaux. Fait que tu lis une petite strip à chaque jour, c'est un peu... parce que quand j'étais jeune, dans le soleil, je lisais Agar le Rib, puis je trouvais ça super bon, mais si j'avais eu une BD de 60 pages, j'aurais fait, c'est ça. C'est trop, là. Ouais. Et d'ailleurs... Parce que ça a presque 50 ans, Garfield, ça. Ouais, écoute... non, oui. Qu'est-ce que ça crime. Ouais, il y a 50... voyons. Je vais-tu finir par le dire? T'as-tu l'année puis t'essaies de calculer dans oui, c'est ça, je l'ai. Oui, mais c'est ça, je réalise que... c'est ça, j'approche 50 ans, moi aussi. Oui, mais Garfield est plus vieux que toi. Écoute, il est né la même année, quand même, 1976. Fait que, c'est ça. Fait que, Jim Davis, qui est créateur de Garfield, j'avais noté quelques petites stats quand même assez intéressantes. Fait qu'il a créé le personnage en 1976.
dans le journaux de sa ville en Indiana. OK. Dans un strip qui s'appelait John. Fait que c'était vraiment John Arbuckle qui était au cœur de ces strips, c'était de l'humain gags. qui a son chien puis son chat. C'est ça, effectivement. Ben, je pense qu'Odie n'était même pas là, sûrement. mais Garfield était là sporadiquement. Puis, finalement, il a commencé à avoir beaucoup de traction. Quelques journaux ont commencé à l'acheter, parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre que pour passer dans les journaux, on appelle ça syndication. On pense, fait que c'est comme une espèce de syndicat qui régit tous les strips dans les journaux. Là. C'est une structure assez complexe. Fait que t'es comme nulle part où t'es dans tout. Ouais, genre, c'est ça. Fait que tu peux pas, toi, soumettre quelque chose au New York Times. Il faut que tu passes par l'agence qui gère tout ça. Fait que c'est sûr que plus un artiste va être publié dans des journaux, plus c'est lucratif, plus c'est intéressant. Puis il a commencé à avoir un peu une traction. Fait que même en 1977, il avait changé le nom de son strip de John pour Garfield. Mais c'est en 1978 que là, il a été publié dans 41 journaux. Fait qu'il y a comme une grande, grande demande. Et là, c'est devenu vraiment Garfield avec le monde que l'on connaît. Mais à ce jour, il détient le record encore pour le plus de parutions dans des journaux. 2500 journaux à travers le monde quand même. On parle de plus de 200 millions de lecteurs quotidiens pour le strip Garfield. Fait que c'est quand même assez énorme. Mais il y en a encore dans les journaux? En fait, Jim Davis pour le scénarise. peu de journaux Ouais, c'est vrai. Mais Jim Davis, qui est, je pense, 72 ans aujourd'hui, donc scénarise encore... au quotidien, son strip de Garfield. Okay. Première case, il est dans sa bassinette, la couverture à tête. Je sais pas s'il fait du papier collé avec des vieux gags. Là, une petite équipe d'artistes qui font les dessins, mais un peu à la manière d'Hergé puis Tintin, fait qu'il va faire le petit sketch. Puis finalement, il va avoir une équipe d'artistes visuels là, qui va compléter le tout. Mais j'étais quand même un peu surpris que le film a été produit par Sony parce qu'il y a, je pense, en 2019... que Jim Davis avait vendu vraiment les droits de Garfield et de sa compagnie à Paramount. Mais là, c'est ça explique des choses. Mais ça explique qu'il y a un lien avec Indiana Jones, puis il y a même la toune d'Indiana Jones, puis il y a un lien avec Mission Impossible, puis il y a la toune de Mission Impossible. Le crime, ils ont payé des affaires. Fait que je pense que Sony est arrivé plus à la fin en tant que distributeur, un peu. C'est un DreamWorks, en fait. C'est DreamWorks qui le produit, finalement. Okay. Mais c'est pas un Sony Picture Animation, je sais pas trop. Là, en tout cas. Mais c'est DreamWorks, il me semble. Donc, fait que DreamWorks avait cette association avec Paramount. Fait que, bref, quand même curieux comment tout ça s'est mis en place, mais peut-être que Sony avait des droits, cinéma, qui datent Attends, non, j'ai mêlé, excuse. Pas DreamWorks, Columbia. C'est vraiment ça. Ah, fait que c'est Sony, ok. C'est ça, ouais. En tout cas, ça, c'est de la poutine de production et de haute. Ça n'a rien à rapport avec l'histoire, mais ça explique pourquoi ils sont allés chercher autant de IP chez Paramount, finalement. Fait que bref. Ouais, puis il y a une coupe de logos aussi, là, au début du film, de production. Ouais, il y a plusieurs, boîtes et tout, là. Puis comme d'habitude, que tu as l'impression que tu n'as jamais vu de ta vie puis que tu ne reverras plus jamais, là. Fait que voilà, The Garfield Movie, qui, je pense, la comédie familiale à voir pour les plus jeunes. Puis Mark Dindale avait fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé le film, mais il avait fait Chicken Little, puis Empereur Nouveau Genre, Emperor New Groove, qui est un des Disney que j'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Chicken Little me remonte quand même en 2005. Fait que j'ai vu qu'il avait fait quelques petits trucs comme scénariste, co-producteur, mais quand même très très peu. Là, fait que quand même. Puis c'est ça, Empereur Nouveau Genre, je sais plus si c'était juste avant ou après, mais c'est le genre de choses. En 2000, je pense que c'était avant Chicken En 2000, ouais, mais c'est comme dans ma phase où c'est ça, là, j'arrivais à 14-15 ans, fait que je les écoutais pas. Là, Puis je pense que cette phase-là aussi, il y a eu quelques années que les productions Disney étaient un peu moins percutantes, intéressantes que peut-être. Mais c'est les mêmes années que Tarzan puis ces affaires-là, puis je les ai jamais vus. J'avais des cousins un petit peu plus jeunes qui étaient bien là-dessus, mais Hercule aussi, tout. Pas vu ça. Alors, fait que voilà pour Garfield, The Garfield Movie. OK. Sinon, si vous cherchez quelque chose plus sérieux, plus adulte, Les Tortues de David Lambert. Ouais, coproduction Belgique-Québec. Henri et Tom vivent ensemble à Bruxelles, deux hommes, mais ils filent le parfait amour depuis genre 35 ans. Mais c'est peut-être plus en apparence, parce que Henri, joué par Olivier Gourmet, lorsqu'il prend sa retraite comme policier, c'est comme ça va plus. Là. Il est comme trop à la maison, puis là, soudainement, son copain Tom est trop là, fait qu'il commence à se défiler, puis tranquillement aller voir ailleurs, peut-être établir qu'il serait quasiment un couple ouvert. Fait que ça va devenir un champ de bataille dans leur couple.
Puis ils vont se rendre quasiment jusqu'à demander le divorce en espérant un peu comme un ultimatum que ça, peut-être rallume le feu de l'amour et de la passion. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça. Il y a Brigitte Poupard dans le film aussi, de cette coproduction, mais en bon accent français international, si on veut. Je dirais que le film a des effluves un peu de La Guerre des Roses, pour ceux qui se souviennent de ce film-là, avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Où ils jouent un couple qui s'entre-déchire. Mais là, c'est dans le film La Guerre des Roses, ils vont jusqu'à la mort, jusqu'à se tuer. Mais c'est une comédie ou l'autre? C'est une comédie noire. C'était réalisé par Denis DeVito. C'était son premier film qu'il avait réalisé, d'ailleurs. Fait qu'on n'est pas dans cet extrême-là, mais... Quand même, il y a des moments assez acerbes entre les deux. Ça s'envoie des pointes assez pour créer des malaises, je trouvais, dans les tortues. Fait que moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est pas un film qui tombe dans la facilité du genre, honnêtement. C'est ça, exact. Ça demeure très crédible aussi. J'ai trouvé très réaliste dans cette amertume-là. Comme un moment donné, que t'as comme rien réglé pendant longtemps puis qui s'est juste laissé dériver comme ça. Puis il y en a un qui voyait peut-être pas ça aussi problématique puis qui se dit « c'est cool quand tu fais ta retraite, on va passer plein de temps ensemble. » L'autre, il est comme « Non, je pense que je vais prendre ma retraite de bien des affaires. » Fait que les deux comédiens, autant Olivier Gourmet et Dave Johns, sont très, très bons, très crédibles dans ce film-là. Fait que vous savoir qu'est-ce que vous allez voir, là, évidemment. Mais si vous aimez le film français, c'est belge. Qui amène à une certaine réflexion et discussion. Je trouve ça très intéressant sur les années qui passent, puis la durabilité d'un couple, puis qu'est-ce qui nous lie et tout. Là. Il y a des beaux moments, il y a des belles scènes aussi. Est-ce que tu avais parlé à David Lambert? Oui, j'allais justement le dire. Alors, surveillez dans les prochains jours. L'entretien avec David Lambert devrait être sur le site monciné.ca. Un entretien qui était fort agréable et très sympathique, très, très gentil. Puis, c'est comme son 4-5e film. Lui, il y a Hors les murs, je pense, mi-2000, qui était un de ses gros hits. Là, qui demeure, c'est ça, lui qui a remporté le plus de succès et de prix. Mais je vous invite à aller lire cet article-là parce que c'est quand même quelqu'un de très, très intelligent, en tout cas, qui... ça donnait bien lieu à une belle conversation. D'autant plus qu'en plus, je n'ai pas pu résister parce que dans le générique, on retrouve une chanson de Pierre Lapointe quand même. Oui, c'est vrai, ouais. Puis j'étais juste curieux pourquoi Pierre Lapointe. Puis il avait juste dit que c'était un grand admirateur du chanteur. Puis il écoutait sa musique lorsqu'il écrivait le scénario. Et cette chanson-là, Dans les maisons, je pense que c'est quelque chose comme ça. Il trouvait à l'écoute, il trouvait que c'est comme ça avait été écrit pour le film. Fait qu'il avait écouté au producteur, il me disait c'est incroyable tout ça. Fait qu'ils ont tout simplement contacté Pierre Lapointe, puis il a cédé les droits là, pour le bon film Pierre et tout ça. Fait qu'il était bien fier de ce coup. J'ai vu l'as-tu écouté finalement? Non, le Coming of Age canadien Before I Change My Mind, qui s'appelle ici au Québec Avant que je change d'idée, et qui est disponible en version sous-titrée en français du Montréalais Trevor Anderson, mais qui est un Montréalais anglophone. Cela dit, le film a quand même été tourné plutôt en Alberta. On est en 1987 où un adolescent américain androgyne déménage en Alberta, chanceux, avec son père, et va se lier d'amitié avec le bully de l'école. Puis pour être comme accepté, va commencer à faire des choix plutôt discutables et voire dangereux. Mm-hmm. C'est un récit d'apprentissage. Il y a une certaine délicatesse parce qu'en fait, tout le long du film, je sais même pas moi-même si... Parce qu'en plus, le jeune s'appelle Robin, qui est un nom qui peut être pour des gars et des filles. Puis je sais même pas si au final, c'est un gars ou une fille. Okay. C'est une comédienne qui le fait, cela dit. C'est une fille, là, si vous voulez la réponse. Mais la réponse du film, je sais pas. Puis on va se rendre compte que... Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est pas comme sur... C'est pas un film de woke, de genre... OK, il faut parler aux jeunes et leur dire qu'ils ont le droit d'être non-genrés s'ils veulent. T'sais, peut-être que cette personne-là, c'est juste cet enfant-là, à ce moment-là, pose la question, mais n'a pas vraiment envie d'y répondre. Fait que
est comme entre les deux, puis le but du film, c'est pas de travailler c'est sur au cœur du récit. Là. Non, c'est ça. C'est comme ça fait partie du personnage, mais c'est pas ça l'enjeu du film. T'sais. C'est pas une discussion que Robin a avec son père non plus, etc. Fait que c'est plus une question de trouver juste sa place comme nouveau déménagement avec tes ça. amis, puis les premiers amours au travers de tout ça. Mais même le bully lui-même, des fois, il est comme il fait beaucoup de jokes de pénis, hein? C'est bizarre, hein, quand même. Puis, fait que il y a ça au travers, mais c'est plus comme est-ce que qu'est-ce que tu fais si tu es obligé de bullier un plus faible que toi pour te faire accepter des bullies pour être dans la meilleure classe sociale et tout, t'sais. Puis je pense que c'est... Je suis plus sûr, mais je pense que c'est inspiré librement de la jeunesse de Trevor Anderson, là, je sais pas à quelle partie de fiction et autres. Moi, ça me fait rire, il y a une sortie scolaire parce qu'ils sont dans un petit orchestre, là, ils jouent tous du saxophone. Du un band. peu. Ouais, puis là, il faut faire une prestation genre au gros centre d'achat. J'ai oublié comment il s'appelle, là, mais au Edmonton, machin, là, qui est un gros centre d'achat. Puis c'est comme, ça prend la signature de vos parents, puis là, on va dormir à l'hôtel, puis c'est l'activité. C'est comme un... Ben, nous, on est Galerie de la Capitale, là, mais genre 4 fois plus gros, là, mais il y a des manèges, puis tout. C'est la grosse affaire. Puis une piscine à vagues, je pense. Ça se peut, on le voit pas dans le film. Et voilà. Puis, c'est ça. Fait que, puis il y a une belle interprétation des années 80. Ben, belle mise en scène des années 80 là-dedans. On utilise des fois des petites images un peu flashback, mais pas nécessairement flashback de qu'est-ce qui s'est passé avant, mais même quand le récit avance, à un moment donné, Robin repense à des actions qu'elle a faites. Puis là, c'est comme caméra VHS rétro, plus square au centre de l'écran. Fait que c'est vraiment cool comment c'est utilisé là-dessus. La musique aussi. Puis tu sais, il y a un moment où ils vont jouer dans un... C'est comme, ils disent, on n'a pas les droits de faire Jesus Christ Superstar. Fait qu'on on a écrit l'équivalent qui est genre Mary Magdalene... pop star, une affaire comme ça. Fait qu'il a quand même fallu que Anderson puis un complice écrivent de la musique pour d'une fausse musical qui finalement est comme moyennement bon, puis c'est que c'est Robin puis les autres se retrouvent à jouer du saxophone là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'ils sont impliqués full années 80 avec, tu sais, les lunettes qui sont pas fumées, mais c'est comme des barres de couleurs. Là. Toute ta lunette est rose. Puis, fait que c'est vraiment charmant pour cette affaire-là. Okay. Je t'avouerais qu'après, le ton recasse un peu, puis on retombe plus dans le drame suite à ça. Mais c'est vraiment cool. Là, les deux qui s'entichent pour une fille au travers de tout ça. Fait que c'est vraiment le jeu des premiers amours. Là, t'embrasses quelqu'un, puis 3 jours après, t'embrasses quelqu'un d'autre, puis les répercussions que ça a sur tes amis et tout. T'sais. Fait que oui, très sympathique. Before I Change My Mind. Fun fact, c'est le père de Robin est joué par Matthew Rankin. Matthew Rankin, qui est un cinéaste qui était à Cannes tout récemment, genre il y a 2 jours, avec Une langue universelle, je pense, qui va être son prochain film. Lui qui avait fait le 20e siècle, de 28th Century, il y a quelques années, que tu n'as sûrement pas vu, mais cinéma très éclaté, canadien maintenant, et très, très attendu quand même. Je l'ai changé, mais j'avais longtemps sur ma gourde collant du 20e siècle, mais là, il a juste fini par délaver et disparaître. Il y a aussi, ça je ne les ai pas vus, mais il y a la comédie Hitman de Richard Linklater avec Glenn Powell qui prend l'affiche. Écoute, c'est comme un film de Netflix, mais pour le Canada, il n'ira pas tout de suite sur Netflix, fait qu'il va être au cinéma, mais juste disponible en anglais. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir et d'en discuter la semaine prochaine à suivre. Je vous invite à checker ça. Quand même co-scénarisé par Glenn Powell et Linklater. Moi, c'est un cinéaste que j'adore beaucoup, Richard Linklater. Ouais, c'est ça. Fait évidemment une de mes trilogies fétiches, les Before Sunrise, Sunset. Que tu m'avais prêté, que j'ai pas écouté assez vite et que tu as repris pour prêter à quelqu'un d'autre de plus dédié que moi. Mais oui, il faudrait bien que je les écoute, ceux-là. J'avoue que j'ai juste... Je sais même pas si j'ai vu tant que ça des Linklater. Ouais. Ben, t'as sûrement vu School of Rock. Oui, c'est ça. C'est lui que j'ai vu le plus. Que je verse quand même des larmes, même si ça fait pas de sens qu'il y ait un gros concours de rock à 2h de l'après-midi qui soit plein. Là. Mais oui, j'ai toujours bien aimé ce film. Il y a la comédie grivoise Babes aussi de Pamela Adlon qui prend pas d'assaut, mais qui prend l'affiche dans quelques cinémas. Disponible juste en anglais aussi. C'est 2 amies de jeunesse il y en a une qui se retrouve enceinte malgré elle, donc avoir besoin des conseils de son amie, puis ça va venir un peu rendre leur amitié, ça va la challenger, un genre d'un peu de sitcom là, où on est beaucoup sur 2 actrices très énergiques et qui parlent beaucoup, très verbeuses entre elles.
J'ai même pas dit c'était quoi Hitman, en fait. C'est un professeur de psychologie qui assiste parfois la police de la Nouvelle-Orléans, qui va tomber sous le charme d'une suspecte qui pense qu'il est un tueur à gages, fait qu'il va se mettre à utiliser divers faux stratagèmes et personnalités pour venir à la séduire. Voilà. Écoute, c'est tout pour cette semaine. C'est bien en masse. La semaine prochaine, je sais pas, c'est une pas mal plus petite semaine. On verra qu'est-ce qu'on couvre ou si on parle de tout et de rien. On se raconte nos vies. Puis, on va vous préparer quelque chose. Sûrement. Sinon, on parlera des films de la semaine. Mais il n'y a pas de blockbuster la semaine prochaine. C'est quand même assez rare. Ouais, je sais pas si c'est l'effet, justement, Garfield, Furiosa, que tout le monde s'est tassé de la semaine d'après. Personne ne voulait ou laisser digérer, justement. Il y en a qui ont peut-être du rattrapage, là, Cascadeur, voyons, Planète des singes, puis If, puis tout, etc. Fait que là, c'est comme la semaine de buffer, un peu. Voilà, puis j'ai repensé qu'est-ce qui sort le 12 juillet, en même temps que le film d'horreur, ça va être au Québec, ça va être Nos belles sœurs. Ah, ouais. Fait que, voilà, ça va être ça, le plus l'offrande grand public. Bref, vous pouvez quand même nous contacter comme d'habitude de balado@monciné.ca par courriel et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et pourquoi pas même bonne lasagne en écoutant un film. Ouais, c'est pas du tout une odeur dérangeante pour tout le monde autour. Je préfère popcorn avec assaisonnement lasagne. Oui, c'est ça.